Bonjour tout le monde. Donc on va commencer un nouveau chapitre sur la mécanique. On l'a déjà commencé en cours. Je vous conseille de quand même regarder le PDF que j'ai fait sur la cinématique. Vous aviez le cours l'année dernière sur la cinématique, mais il y a des petites choses en plus cette année, donc regardez-le quand même, le PDF. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que la plupart c'est un rappel de l'année dernière. Donc là on va commencer sur la mécanique et les lois de Newton. Donc la plus importante, celle qu'on va voir, c'est la deuxième loi de Newton. La première loi découle de la première, même si elle a été découverte avant. Donc si vous connaissez la deuxième, vous connaissez la première. Donc on verra ça tout à l'heure. Et la troisième loi, on va la voir rapidement. Le plus important vraiment, ça va être la deuxième loi. Donc pour ça, en fait, on a besoin de plusieurs choses. Donc d'abord, vu qu'on va parler de force dans ce cours-là, donc dans la deuxième loi de Newton et même dans la première, on a besoin de parler de force. Donc qu'est-ce qu'une force ? Donc une force, c'est une action mécanique, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est une action qui impulse ou qui change un mouvement. Action mécanique. Donc qui impulse un mouvement ou qui le modifie. Impulsant un mouvement ou le modifiant, c'est ça. Donc soit qu'il impulse, soit qu'il le modifie. Et c'est représenté par une force. Donc la force, c'est pas quelque chose de réel. C'est juste, on va dire, une modélisation d'une action mécanique. Parce que le vecteur comme ça, c'est juste une façon de se représenter l'action mécanique. Et elle est symbolisée par un vecteur, la force. Pourquoi ? Parce qu'une force, ça a une direction, un sens, et ça a une intensité. Donc, forcément, il y a déjà trois caractéristiques dans le vecteur, mais à ces trois caractéristiques, on va en ajouter une, qui est, bon, d'abord je vais rappeler les trois du vecteur, donc la norme, ou l'intensité. Donc plus la flèche sera grande, plus ça veut dire que la force sera importante. Une direction qui est portée par une droite, et un sens. Donc sur cette droite-là, est-ce que ça va, par exemple, sur la droite AB, est-ce que ça va de A vers B ou de B vers A? Et ensuite, la dernière chose, qui ne fait pas partie du vecteur, mais qui fait partie de la force, c'est le point d'application. On vous a toujours appris en mathématiques, normalement en cours de maths, qu'un vecteur, on pouvait le placer n'importe où. Donc ça veut dire le vecteur U, qui a la même direction, même sens et même norme, si vous le placez à un endroit ou à un autre, c'est toujours le même vecteur. Pour une force, c'est différent. Donc une force, vous la placez à un endroit précis. Et on verra à quel endroit tout à l'heure. Donc la direction, c'est la droite. Le sens, c'est de la gauche vers la droite, ici. C'est la pointe de la flèche. La norme, c'est la taille de la flèche. Et le point d'application, c'est où est-ce que je démarre mon vecteur. Je le démarre ici, je ne le démarre pas ici, ni ici, etc. Et là, vous avez différents exemples. Par exemple, pour le poids et la force magnétique de l'aimant, il démarre au niveau du centre d'inertie du système, alors que la tension du fil démarre au niveau du point de contact entre le fil et la boule. Donc c'est deux points d'application différents. Le même pour F et P est différent pour T. Pourquoi ? On verra ça juste après. Attention, oui, souvent dans les schémas, le schéma comme ça, vous voyez, on ajoute le vecteur V aussi, pour montrer dans quel sens le système va, donc le vecteur vitesse. Mais on l'ajoute juste pour montrer dans quel sens le système va, mais ça ne veut pas dire que c'est une force. Donc la vitesse n'est pas une force, attention. Donc l'inventaire des forces, ça je vais passer rapidement, je vous laisse le lire. Je vais peut-être en faire un, allez. Le poids. En fait, à chaque fois que vous faites l'inventaire des forces, normalement le mieux, c'est de donner la norme, la direction, le sens et le point d'application. Donc la norme du poids, c'est M fois G. Sa direction, c'est vertical. Le mieux, c'est de donner la droite. Comme je vous l'ai dit qu'une direction, c'est une droite, donc le mieux, c'est de dire que c'est la droite qui passe par le centre d'inertie du système G et le centre de la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est le centre de la Terre qui attire la boule. Ensuite, le sens, c'est du centre d'inertie de la balle vers le centre d'inertie de la Terre. Donc c'est pour ça que la flèche est vers le bas et pas vers le haut. Et le point d'application, où est-ce qu'on le met ? On le met au centre de masse du système. On le met ici. Je ne sais plus si... Bon, je vais vous l'expliquer maintenant. Donc pourquoi c'est au centre de masse du système ? Parce qu'il y a deux types de forces. Il y a les forces qui s'exercent à distance. Donc il n'y a pas besoin d'être en contact pour attirer ou repousser. Par exemple, la force d'attraction gravitationnelle.
par exemple, les Jedi, par exemple, quand ils vous poussent dans Star Wars, ils vous poussent sans vous toucher. Oh, désolé, j'enlève ça. Alors qu'il y a aussi des forces de contact. Exemple, quand je vous pousse vraiment, j'ai besoin d'un contact pour vous pousser. Quand vous êtes au contact du sol, la réaction du support a besoin d'un contact avec vous pour vous retenir, etc. Donc il y a deux types de forces, les forces à distance et les forces de contact. Les forces à distance, le point d'application, ça va toujours être au centre d'inertie du système. Parce que en fait, la force s'exerce sur chaque atome de la boule, ici par exemple. Donc ça veut dire que si la force s'exerce sur chaque atome de la boule, si on fait la somme de tout ça, on prend le centre du système. Alors que les forces qui sont de contact, la force va s'exercer seulement sur les atomes, donc la partie du solide qui va être en contact avec ce qui va créer la force. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on va prendre le centre de la surface de contact. J'espère que ça a été clair. Sinon je reviendrai peut-être dessus après. Réaction du support, je vous laisserai lire tout ça ensuite. Parce que sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps. Force de frottement, donc ça vraiment il faut les connaître. Ces trois-là, c'est les plus fréquents. Dans les exercices qu'on va faire nous, il n'y aura pas beaucoup de support, réaction du support ni de force de frottement, on va les négliger souvent. La poussée d'Archimède, on va aussi la négliger, souvent. Mais vous devez la connaître parce que il y a peut-être des exercices que vous pourrez avoir dessus. Par contre, le poids, il est super important. Le poids, on l'aura tout le temps. Ensuite, la force gravitationnelle. Je vous rappelle que le poids, c'est une force gravitationnelle. Sauf qu'elle est particulière. Force gravitationnelle, ça peut être entre deux astres, entre un objet et un astre, etc. Donc le poids, c'est juste entre un objet qui est sur un astre et cet astre lui-même. Mais vous pouvez utiliser cette formule-là pour connaître votre poids. Ça revient même. C'est G fois la masse de la Terre fois votre masse divisé par la distance au terrain entre vous et la Terre, et le centre de la Terre. Ça revient même de dire M fois G. Ça, normalement, vous l'avez déjà fait l'année dernière. La force électrostatique, vous l'avez déjà vu l'année dernière aussi. C'est à peu près la même chose que la force gravitationnelle. On reviendra dessus tout à l'heure. La tension d'un fil, vous l'avez vu l'année dernière aussi. Par exemple, la tension d'un fil ici, je vous la donne, c'est une force qui est de contact. Le fil a besoin d'un contact avec la boule pour la retenir. C'est pour ça que le point d'application de la force n'est pas au centre d'inertie, mais est au point de contact entre le fil, ou au centre de la surface de contact entre le fil et la boule. Donc on ne va pas jusqu'au centre d'inertie. Et pour la tension d'un ressort, ça, c'est plus vraiment au programme, c'est bien de le connaître. Mais parfois vous avez des exercices dessus, mais quand vous avez des exercices sur ça, on vous donne tout, on vous explique tout. Donc c'est quand même bien de le savoir à l'avance, comme ça le jour où vous tombez sur un exercice de ce type-là, vous n'êtes pas étonné. Donc je vous laisse relire ça tranquillement chez vous. Là on va traiter des forces, ces 8 forces, il faut les connaître. Donc principe d'inertie, ça je vous rappelle ce que vous avez appris normalement en seconde, et peut-être l'année dernière aussi, c'est l'énoncé de Galilée. Qu'a dit Galilée? Il a dit en gros qu'un corps soumis à des forces qui se compensent, c'est-à-dire qui s'annulent, ou à aucune force, reste immobile s'il l'était initialement, et à un mouvement rectiligne uniforme si sa vitesse initiale n'était pas nulle. Ça veut dire que si vous avez un corps qui est immobile, et qu'il n'y a aucune force qui agit dessus, ou alors qu'il y a une force qui agit d'un côté, et la même qui agit de l'autre, elle s'annule, ça revient au même que s'il n'y a pas de force, dans ce cas-là, il va rester immobile. Et si cet objet-là avait déjà une vitesse, et qu'il n'y a aucune force qui agit sur lui, ou des forces qui se compensent, alors il va garder la même direction, le même sens, la même norme. Ça veut dire que, même direction, même sens, ça veut dire que le mouvement va être rectiligne, même norme, ça veut dire qu'il va être uniforme, que la vitesse va être constante. La norme de la vitesse va être constante. Ensuite, on verra la définition qu'a donnée Newton de ce principe d'inertie. Il a juste ajouté une petite chose. Ah, je sais pas pourquoi c'est... Bon, peu importe. La première loi de Newton, le principe d'inertie, c'est la même chose. En fait, il dit que tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, dans lequel il se trouve, à moins
que quelque force n'agisse sur lui. Ça veut dire qu'il va être au repos, donc immobile, ou en mouvement uniforme, donc rectiligne uniforme, sauf s'il y a une force qui agit sur lui. Donc c'est à peu près la même chose que Newton, que Galilée. Mais la façon dont on va nous la formuler ici, il y a une chose qui est ajoutée, c'est dans un référentiel galiléen. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans un référentiel galiléen, la première loi de Newton ne fonctionne pas. Donc dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre de masse du système étudié est constant. Donc si le vecteur vitesse est constant, ça veut dire que la direction et le sens sont constants, ça veut dire qu'il est rectiligne, et la norme est constante, ça veut dire que c'est uniforme. Dans quel cas, si le système est isolé, donc ça, vous devez connaître ce terme-là, isolé, ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui agit dessus, ou pseudo-isolé. Pseudo-isolé, ça veut dire presque isolé, en gros. Ça veut dire qu'il n'est pas isolé, mais il agit comme s'il était isolé. Ça veut dire qu'il y a des forces qui agissent dessus, mais elles se compensent. J'ai oublié la parenthèse ici, de fermer la parenthèse. Donc la réciproque est vraie. Donc ça veut dire que si, donc là le principe d'inertie dit que s'il n'y a aucune force qui agit dessus, le mouvement est rectiligne uniforme, et on peut dire que le mouvement rectiligne, si on voit un objet qui a un mouvement rectiligne uniforme, on peut en conclure qu'il n'y a aucune force qui agit sur lui, ou que les forces se compensent. Ça c'est l'exemple d'un palais par exemple qu'on fait glisser sur une surface, une sorte de patinoire, hyper lisse. Si elle était parfaitement lisse, il continuerait tout droit avec un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, si c'est pas parfaitement lisse, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Sauf que le problème, c'est que on vous a dit que le principe d'inertie était vérifié seulement dans un référentiel galiléen. Donc, ça va dans les deux sens. C'est un petit peu une définition un petit peu spéciale. Mais si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un référentiel galiléen, c'est, dites-vous, lisez ça si vous voulez, et sinon je vous l'explique autrement, dites-vous, vous avez imaginez que dans l'univers, vous ayez quelque chose qui soit immobile, sachant que la Terre n'est pas immobile, le Soleil n'est pas immobile, etc. Pratiquement rien n'est immobile dans l'univers. Imaginez que vous ayez quelque chose d'immobile dans l'univers, dites-vous que cette chose qui est immobile, c'est un référentiel galiléen. Et toute chose qui est immobile par rapport à lui, ou qui a un mouvement rectiligne uniforme par rapport à lui, ce sont aussi des référentiels galiléens. Si il y a des choses qui par rapport à lui, des corps qui par rapport à lui ont une vitesse qui augmente, donc une accélération, ou alors ont une trajectoire qui n'est pas rectiligne, ça ne peut pas être des référentiels galiléens. Donc j'espère que ça a été clair. Donc je vais donner quelques exemples de référentiels qui ne sont pas galiléens, mais qu'on pourra, dans une première approximation, considérer comme étant galiléens. Exemple de référentiel héliocentrique. Le référentiel héliocentrique, c'est, on prend le centre du Soleil. Est-ce que le Soleil est immobile ou est si on avait un référentiel galiléen de quelque chose de fixe dans l'univers, est-ce que le Soleil serait immobile par rapport à lui ou est-ce qu'il aurait un mouvement rectiligne uniforme par rapport à lui? Non. On sait déjà que le Soleil tourne autour du centre de la galaxie. Donc il a déjà une rotation, donc une direction qui n'est pas rectiligne. Donc on ne peut pas dire que le référentiel héliocentrique soit galiléen. Mais si on prend une expérience qui dure quelques minutes, quelques heures, quelques jours même, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il met 250 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Ça veut dire qu'en un an, il va faire une toute petite portion de ce cercle-là. Et si vous prenez une toute petite portion d'un cercle, dans le cercle, vous avez l'impression que c'est rectiligne. Donc vous pouvez vous dire que si vous faites une expérience qui dure un an, un jour ou moins, on pourra considérer que le référentiel héliocentrique est galiléen, même s'il ne l'est pas en réalité. Autre exemple, le référentiel géocentrique. On sait que la Terre tourne autour du Soleil. Donc si elle tourne, elle a une rotation, ça veut déjà dire que ce n'est pas un référentiel galiléen. Mais en combien de temps est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? En 365 jours. Ça veut dire que
Si on prend quelque chose qui est beaucoup plus petit que 365 jours, si on prend par exemple 2 heures, si vous faites une expérience qui dure 2 heures, la Terre aura parcouru une toute petite partie de ce cercle-là, qu'on pourra considérer comme étant rectiligne, ou immobile même. Donc, on pourra considérer que le référentiel géocentrique, dans ces conditions-là, est galiléen, si le temps est court, si la durée est courte. Pareil pour le référentiel terrestre, mais ça c'est encore plus court. Le référentiel terrestre, c'est par rapport à un point de la surface de la Terre. On sait que la surface de la Terre tourne autour de l'axe nord-sud de la Terre. Donc, en combien de temps? En 24 heures. Donc, si vous prenez une expérience qui dure 2 jours, on ne pourra pas considérer que c'est galiléen, que ce référentiel est galiléen. Par contre, si on prend quelque chose de beaucoup plus faible, par exemple un lancer de ballon au basket, qui dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes sur 24 heures, c'est rien du tout. Donc, dans ce cas-là, la Terre, on peut considérer pratiquement qu'elle est immobile. Un point de la surface de la Terre, plutôt, est pratiquement immobile. Donc, on pourra considérer dans ces conditions que c'est un référentiel galiléen. Donc, je ferme la parenthèse, mais ce n'était pas vraiment une parenthèse, sur référentiel galiléen, ou inertiel. Donc, prenez toujours vos précautions, soyez clairs sur ce que vous dites. Ensuite, vu qu'on parle dans la première loi de Newton et la deuxième loi de Newton de centre d'inertie, ou centre de masse, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Donc le centre de masse ou d'inertie G d'un corps, c'est le point qui est situé à sa position moyenne, à la position moyenne de la masse de ce corps. Attention, à la position moyenne de la masse du corps. Ça veut dire que si un corps est homogène, ça va être le centre géométrique du corps. Donc, par exemple ici, si vous avez un cube de masse homogène, ça veut dire que c'est un métal par exemple qui est homogène partout, ben, le centre d'inertie va être là. Par contre, si c'est un cube avec de l'eau à l'intérieur, mais de l'eau remplie juste ici, et au-dessus c'est vide, ben, vous aurez beaucoup de masse ici et très peu là-haut. Vous aurez que la structure là-haut, mais vous n'aurez pas d'eau. Donc ça veut dire que le centre d'inertie sera plus bas. Donc faites attention à ça. Ça, vous n'aurez pas à le calculer, mais il faut l'avoir en tête. Donc là, c'est le centre. Imaginez pour des corps homogènes, ça va être à chaque fois le centre géométrique. Donc là, c'est bon. Partout pareil. Ici, vous pouvez faire comme si qu'il y avait ce boomerang là, il y a une masse ici et une autre masse ici. Le centre de cette masse là, c'est à peu près là. Le centre de cette masse là, c'est à peu près là. Donc si on fait la moyenne de ces deux centres, ça va être celui-ci. Donc c'est un peu spécial. Parfois dans un corps, vous pouvez avoir le centre d'inertie qui n'est pas situé dans le corps. Mais bon. Et ici, pour le marteau, pourquoi est-ce que c'est pas ici? Parce que en fait, la masse est plus lourde de ce côté-là que de ce côté-là. Ça veut dire donc ça va pas être au centre, ça va être plus vers le métal. Et là, on arrive à la deuxième loi de Newton, qui est la plus importante. On vous dit dans un référentiel galiléen, donc il faut qu'il soit galiléen, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si vous êtes dans un référentiel terrestre, il faudra dire que vous le supposez galiléen, dans les conditions de l'expérience, parce que la durée de l'expérience est courte, etc. Donc on vous dit que la somme vectorielle des forces extérieures au système, c'est ça, la somme vectorielle des forces extérieures au système est égale, qui s'exerce sur lui, est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. On va le voir autrement. Dérivée du vecteur quantité de mouvement P du centre de masse G de ce système par rapport au temps. Vous allez retenir autre chose, vous, en fait. P, donc le quantité de mouvement, c'est M fois V. C'est la masse du système fois sa vitesse. Donc, si on fait la dérivée de M fois V, si la masse est constante, on peut la sortir de la dérivée. Une constante, on peut le sortir de la dérivée. Donc si la masse est constante, on le sort de la dérivée. Il reste quoi? La dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et on a vu dans le cours précédent, qui était en PDF, donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Donc finalement, vous pouvez retenir ça. Mais à quelles conditions? Pourquoi est-ce qu'on a sorti le M en le considérant comme étant constant? Si c'est pas une constante, on ne peut pas le sortir. On devrait faire la dérivée de ça fois ça. Donc U fois V, en mathématiques, vous avez appris que c'était U'V fois VU'. Non, U'V fois UV', n'importe quoi. N'importe quoi, je répète. La dérivée de U fois V,
c'est U'V plus UV'. Donc il faudra faire ça en fait, si la masse n'est pas constante. Mais vous n'aurez jamais ça, jamais ce cas-là en terminale. Donc la plupart du temps en terminale, même tout le temps, la masse sera constante. Donc on pourra sortir la masse de la dérivée. Donc finalement, vous pourrez retenir ça. Donc vous pouvez retenir que dans un référentiel linéaire, la somme vectorielle des forces extérieures au système étudié qui s'exerce sur lui est égale au produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie du système. Donc vous pouvez retenir ça à la place. Si la masse est constante. Mettez-le quand même pour être sûr. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que ça, là-dedans, vous avez aussi la première loi de Newton. Pourquoi? Parce que si le mouvement est uniforme, rectiligne uniforme, ça veut dire que le vecteur vitesse est constant. Donc ça veut dire que l'accélération, comme c'est dv sur dt, si le vecteur vitesse est constant, je dérive quelque chose de constant, ça me fait 0, vecteur nul. Donc ça veut dire que la somme des forces est nulle. Donc on revient à tout à l'heure. Donc si v est constant, la somme des forces est nulle. Donc c'est le principe d'inertie. Donc dans la deuxième loi est inclus la première loi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais. Ça veut dire que à quoi sert une force? Ça sert à modifier l'accélération, le vecteur accélération. Donc si vous modifiez la direction ou le sens de l'accélération, vous modifiez la direction, donc la trajectoire. Si vous modifiez la norme de l'accélération, vous modifiez la vitesse. Donc ça veut dire qu'une force a pour effet soit de changer la trajectoire d'un mouvement, soit changer sa vitesse. Et comme il y a le petit m ici, la masse, ça veut dire que cet effet sera plus ou moins important selon la masse. Plus la masse est importante, plus vous aurez de mal à changer la trajectoire du système ou sa vitesse. Plus la masse est petite, plus vous aurez de facilité à le faire. Ça c'est facile à retenir. Troisième loi de Newton, on ne va pas beaucoup en parler parce qu'on ne va pas beaucoup l'utiliser. Donc lorsque deux systèmes A et B sont en interaction l'un par rapport à l'autre, par exemple la Terre et la Lune, elles sont en interaction, donc la Terre attire la Lune et la Lune attire la Terre. Donc ils exercent chacun une force identique à l'autre mais en sens opposé. Exemple, vous avez un homme ici et vous avez un mur ici. L'homme pousse le mur. Donc ça c'est la force qui exerce l'homme sur le mur. En contrepartie, le mur il va pousser l'homme aussi. C'est pour ça que quand vous poussez un mur, vous êtes projeté en arrière en même temps si vous le poussez fort. Pareil pour dans la piscine. Ça c'est la force que les pieds exercent sur le bord. Mais en contrepartie, si vous exercez une force sur le bord va exercer une force sur vos pieds, dans l'autre sens. C'est pour ça que vous êtes projeté dans ce sens-là. De la même manière, si la Terre attire la Lune attire aussi la Terre, avec la même force. Avec la même force, c'est-à-dire la même norme, même direction, mais en sens opposé. Ici, vous voyez que s'il n'y a pas de flèche, ça veut dire qu'on parle de norme. Donc la norme est la même, mais la norme est la même, mais le sens est différent. Ça veut dire que si je devais mettre des vecteurs, j'aurais mis un moins ici, comme là. Donc là, vous avez d'autres exemples, mais c'est à peu près pareil à chaque fois. Ensuite, c'est là que ça va devenir intéressant. On va parler de mouvement dans un champ uniforme. Qu'est-ce qu'un champ uniforme? C'est un champ dans lequel le vecteur champ a toujours la même direction, le même sens et la même norme, en tout point de l'espace. Ça veut dire qu'il ne varie pas, le champ ne varie pas. Que ce soit en direction, en sens ou en norme. Exemple, le champ de pesanteur. Est-ce que le champ de pesanteur est un champ uniforme? Et le champ électrique dans un condensateur plan, est-ce qu'il est uniforme? On va le voir justement. Pour le condensateur plan, vous voyez que le vecteur champ électrique a toujours même direction, même sens, même norme, donc c'est un champ uniforme. Maintenant, le champ de pesanteur terrestre.
ici, plus vous êtes haut, donc loin de la Terre, moins vous êtes attiré par la Terre. Plus vous êtes bas, plus vous êtes attiré par la Terre. Vous voyez que la flèche est de plus en plus grande. Là, elle était petite, là, elle est grande. Là, elle était petite, là, elle est grande. Et maintenant, la direction, cette direction-là, est différente de celle-là. Ça veut dire qu'en réalité, le champ de pesanteur terrestre n'est pas uniforme. Mais si je zoome ici, je prends une toute petite partie de la Terre, même plus petite que celle-là en vrai, ben, on a l'impression que c'est plat. Bon, si j'avais pris un truc encore plus petit que ça, là on a pris un truc assez grand, mais par exemple là où on habite, c'est beaucoup plus petit que ça. Donc on a l'impression que c'est plat. Donc le champ est à peu près uniforme localement. Donc si je prends sur toute la Terre, le champ n'est pas uniforme, les champs terrestres, champs de pesanteur terrestre. Par contre, si je prends au niveau local, par exemple sur 10 mètres carrés, le champ est uniforme. Il ne varie que très peu. Localement, ça veut dire que ce soit au niveau de l'espace, que ce soit au niveau de la Terre, la surface de la Terre, ou au niveau de l'altitude. Il ne faut pas aller trop loin dans l'altitude aussi. C'est-à-dire, si vous allez à des milliers de kilomètres au-dessus, forcément, ça sera plus uniforme. Ah, j'ai oublié de changer, peu importe. On va prendre un exemple. Ça, c'est l'exemple qu'on a vu en cours. On va le revoir de manière plus posée, plus détaillée. Donc, soit une balle lâchée sans vitesse initiale du haut d'une tour. Donc, quand on dit lâcher, c'est différent de lancer. Lâcher, c'est forcément sans vitesse initiale. Lancer, c'est avec une vitesse initiale. Du haut d'une tour de 10 mètres. Et on va essayer de voir quelle est la durée nécessaire pour que la balle atteigne le sol. Donc, la tour, elle est là. La balle, elle est ici. C'est le monsieur qui la lance, qui la lâche, pardon. Premièrement, dans un exercice comme ça, il faut commencer par faire un schéma. Il est fait ici. Deuxièmement, je vous dis dans quel référentiel vous êtes. Donc, on observe le mouvement de ce système depuis le référentiel terrestre, dans le référentiel terrestre. Pourquoi? Parce que on est sur Terre. Dites-vous que le référentiel héliocentrique, on va l'utiliser pour des choses qui tournent autour du Soleil. Référentiel géocentrique, on l'utilise pour des choses qui tournent autour de la Terre. Référentiel terrestre, on l'utilise pour tout ce qui se passe sur Terre. Donc là, c'est une expérience qui se passe sur Terre. On lâche une balle, c'est sur Terre. Donc on utilise le référentiel terrestre. Comme la balle, on sait que la chute de la balle va durer quelques secondes, 1 seconde, 2 secondes, donc la Terre aura le temps de faire un tout petit mouvement autour d'elle-même. Donc elle est pratiquement immobile. Donc on peut dire que c'est un référentiel galiléen. Si on ne peut pas dire ça, on ne peut pas utiliser la deuxième loi de Newton. Donc on est obligé de faire l'approximation que c'est un référentiel galiléen. Parce que l'expérience dure beaucoup moins de 24 heures. Elle dure quelques secondes. Ensuite, vu qu'on a un référentiel terrestre, ça veut dire qu'on va prendre un point de la surface de la Terre, ou un point qui est pas loin de la surface de la Terre. Donc, on va prendre un repère d'espace qui est lié à ce référentiel-là. Un repère à 3 dimensions, ça peut être à 2 dimensions, à 1 dimension. Tout dépend du mouvement. Ici, normalement, on aurait pu prendre une seule dimension, parce que quand vous lâchez une balle, ben, le mouvement de la balle n'a qu'une seule dimension. C'est rectiligne. Donc il n'y a pas 2 dimensions ni 3. Mais là, on va quand même prendre 3 dimensions pour l'exemple. Donc on va prendre l'origine du repère au niveau du sol, et l'axe Z qui est, je sais pas pourquoi ça fait ça, l'axe Z qui est ascendant, vers le haut. J'aurais pu prendre aussi l'origine au niveau de la balle et l'axe Z descendant. Ou l'origine au niveau de la balle et l'axe Z qui monte. J'aurais pu même prendre, mais ça aurait été un peu plus compliqué, il y aurait plus de constantes, on va dire, vous verrez ça tout à l'heure. J'aurais même pu prendre l'origine du système n'importe où, au niveau de la porte. Mais ça aurait, au niveau des conditions initiales, j'aurais des choses un peu plus compliquées, entre guillemets. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système? Donc son poids, M fois G. Et quand vous faites le bilan des forces, vous les mettez sur votre schéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les forces de frottement de l'air, sauf qu'on va les négliger dans ce problème. Pourquoi? Parce que les forces de frottement sont d'autant plus grandes que la vitesse du système est grande. Sauf que là, sur 10 mètres, la vitesse ne va pas être si grande que ça.
à la fin. Et en plus, la balle est toute petite, on va dire qu'elle est petite, donc on peut négliger ses forces de frottement. Mais de toute façon, dans l'exercice, en général, on vous dira de les négliger. C'est pas vous qui le dites vous-même, c'est dans l'exercice qu'on vous le dira. Et ce sera vous qui devrez dire, dans l'exercice, dans l'énoncé, on m'a dit de négliger, donc je ne les compte pas. Et on a aussi la poussée d'Archimède, vu qu'on est dans un fluide, ça peut être un liquide ou un gaz, et l'air c'est un gaz, donc il y a aussi la poussée d'Archimède, sauf qu'on va aussi la négliger. Sinon le problème est trop compliqué pour des terminales. Donc vous faites quand même le bilan des forces, vous dites quand même ces forces-là. Si on vous dit de faire le bilan des forces, ou même si on ne vous le dit pas, dans un exercice de type là, il faut faire le bilan des forces, et vous dites toutes les forces, et vous dites ce que vous négligez ou pas. Ensuite, les conditions initiales, quelles sont-elles? On choisit de placer l'origine des temps, ça veut dire de déclencher le chronomètre, pile poil au moment où le bonhomme va lâcher la balle. C'est-à-dire quand la balle ne sera plus en contact avec la main. Et à ce moment-là, le centre d'inertie de la balle, qu'on appelle G, et que je vais appeler ici G0, pourquoi? Parce que le centre d'inertie de la balle va bouger. Donc on va lui donner le nom G à différents instants, donc G0, G1, G2, G3, etc. si on a différents moments. Donc en tout cas, à un instant initial, ce sera G0. Donc les coordonnées du vecteur position initiale OG0, donc les coordonnées du vecteur OG0, G0 il est là, ça va être selon X 0, selon Y 0, et selon Z, c'est la hauteur H. Donc 0, 0, H. Ou alors, on peut le noter aussi, 0i plus 0j plus hk. Donc ça fait hk. K, c'est le vecteur unitaire qui est vers le haut. I et j, ce sont ceux-là. Ensuite, pour les conditions initiales, on a besoin de donner les conditions. À quel moment vous lâchez. Donc à quel moment vous déclenchez le chronomètre. Deuxièmement, le vecteur position. Troisièmement, le vecteur vitesse. Quelle est la vitesse de la balle à l'instant initial? Elle est nulle. On vous a dit qu'on lâchait le ballon, la balle sans vitesse initiale. Donc c'est 0, 0, 0. J'ai remis les conditions initiales ici. Donc on peut tirer déjà de la première loi de Newton que le mouvement de la balle dans le référentiel terrestre ne pourra pas être rectiligne et uniforme. Pourquoi? Parce que la balle est soumise à son poids. Et il n'y a aucune force qui compense ce poids-là. Et dans la première loi, on vous a dit que si vous avez les forces qui se compensaient, le mouvement serait rectiligne uniforme. Donc ça veut dire que si les forces ne se compensent pas, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Donc ici, on sait qu'il sera rectiligne, mais il ne sera pas uniforme, donc il sera accéléré. Ensuite, selon le principe fondamental de la dynamique, deuxième loi de Newton, donc dans le référentiel terrestre considéré comme étant galiléen, on a la relation somme des forces est égale à dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Ou alors vous pouvez mettre directement m fois a, en disant que la masse est constante. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a fait le bilan des forces. On a vu qu'il y avait P, les forces de frottement, et la poussée d'Archimède. Sauf que force de frottement et poussée d'Archimède, on les négligeait. Il ne reste plus que le poids. Donc ça veut dire que la somme des forces, c'est le poids. Donc je vais pouvoir dire que... Ça, vous pouvez oublier ça. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, dit d'une autre manière. Voilà. C'est juste pour vous montrer que dp sur dt, c'est m fois a. Si vous voulez relire ça, vous pouvez. Je vous expliquerai une autre fois si vous voulez, mais c'est pas trop le moment. Donc, ça veut dire que somme des forces égale à m fois a, vous le dites directement, c'est mieux. C'est que au programme, en fait. Donc, comme on a vu que la somme des forces était P, et que la somme des forces est aussi égale à m fois a, donc ça veut dire que P, c'est égal à m fois a, l'accélération du centre d'inertie du système. Mais on sait que P, c'est m fois g. Donc je remplace P par m fois g, ça fait m fois g est égal à m fois a. Et finalement, les m se simplifient. Il reste a est égal à g. Donc ça, c'est la première chose à avoir dans un exercice de ce type-là, c'est avoir la première relation vectorielle.
avec des vecteurs. Et une fois qu'on a ça, on va passer aux coordonnées de ces vecteurs-là. Donc, dans tous les problèmes de chute libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système n'est soumis qu'à son propre poids. Donc, dans tous les exercices où il y a une chute libre, où donc le système n'est soumis qu'à son poids, ça veut dire qu'on a négligé, soit il n'existe pas les autres forces, soit on a négligé les autres forces. Donc, à chaque fois, on aura A égale à G à la fin. Donc, maintenant, on va passer aux coordonnées de ces vecteurs-là. Donc, on sait que A, c'est quoi ces coordonnées? C'est AX, AY, AZ. On ne les connaît pas, donc on va juste les nommer AX, AY, AZ. Donc, la coordonnée selon X, c'est AX. La coordonnée selon l'axe OY, c'est AY. Et la coordonnée selon l'axe OZ, ça va être AZ. G, par contre, on connaît ses coordonnées. C'est GX, GY, GZ aussi. On pouvait les noter comme ça. Sauf que G, on sait que c'est un vecteur qui est vertical vers le bas. Donc si c'est vertical, ça veut dire qu'il n'y a pas de composante selon X et selon Y. Donc c'est 0 et 0. Et comme c'est vers le bas, ça veut dire que ça va être négatif. Pourquoi? Parce que c'est vers le bas par rapport à l'axe OZ. OZ est vers le haut, donc K est vers le haut, alors que G est vers le bas. Donc ça va être moins G, la coordonnée selon K, selon OZ. Si l'axe OZ était vers le bas, et que K était vers le bas aussi, donc ça veut dire que K et G auraient le même sens, donc on aurait mis plus G ici. Donc par identification, qu'est-ce qu'on a? Comme on sait que A égale à G, A est là, G est là, donc ça veut dire que tout ce qui est avec I va être égal à ce qui est avec I de ce côté-là. Donc AX, ça va être égal à O, à 0, pardon. AX égale à 0. AY, ça va être égal à 0. Et AZ, ça va être égal à moins G. Par identification, on identifie les termes 1 à 1, 2 à 2. Pardon. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Ensuite, on continue. On continue. On sait que le vecteur accélération instantanée du centre d'inertie du système, c'est dv sur dt. Donc, le but, c'est d'avoir, à la fin, le vecteur position. Pour trouver ensuite, grâce à lui, la durée de chute. Donc, pour ça, on est obligé de passer par la vitesse. Et grâce à la vitesse, on pourra passer au vecteur position. Donc, pourquoi? Parce que on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, ça veut dire que si je décompose l'accélération, c'est AXI plus AYJ plus AZK. Et si je décompose la vitesse aussi, c'est VXI plus VYJ plus VZK. Donc on fait la dérivée de tout ça pour trouver chacune des composantes. Additionner, si vous additionnez des termes, vous faites la dérivée d'une addition de fonctions, c'est comme si vous faisiez chacune dérivée à part. Chaque dérivée à part. Et I, on va le mettre, c'est un vecteur qui est constant, donc on va le sortir de la dérivée. Donc finalement, vous aurez dvx sur dt fois i, plus dvy sur dt fois j, plus dvz sur dt fois k. Et finalement, par identification, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce qui est en bleu est égal à ce qui est en bleu de ce côté. Donc ax, c'est égal à dvx sur dt. C'est ce que j'ai mis là. Le i se simplifie. ay, c'est dvy sur dt. C'est ce que j'ai mis là. Et az, c'est dvz sur dt. C'est ce que j'ai mis là. Ça veut dire que si vous voulez avoir vx, je vais d'abord faire l'inverse. Si vous voulez avoir AX, il faut dériver VX. Donc si vous voulez l'inverse, mince. Je sais pas si c'est passé. C'était ça? Oui, c'était ça. Donc ça veut dire que si vous... Donc je répète, si vous voulez AX, vous devez dériver VX. Mais si vous voulez l'inverse, si vous voulez Vx, en ayant AX, il faut faire la primitive de AX. Or, nous, qu'est-ce qu'on a? On sait que AX, c'était égal à 0. AY, c'était égal à 0. Et AZ, c'était égal à moins G. Là, il y a un problème. Là, c'est un G, c'est pas GT. Donc, je vais changer ça avant de vous l'envoyer. Donc, c'est moins G. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que pour avoir Vx, il faudra que je fasse la primitive de ça. Et je vous rappelle que primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Donc qu'est-ce qui, si vous le dérivez, donne 0? C'est une constante. Pareil pour ça, la primitive de 0, c'est une constante. Et la primitive de moins g, il n'y a pas de t ici. On enlève. Donc la dérivée de la primitive de moins g, qu'est-ce qui, si vous le dérivez, donne moins g? C'est moins g fois t, plus une constante, parce que cette constante, ça va donner 0 de toute façon, en faisant la dérivée. Donc finalement, ma vitesse, ça va être, les coordonnées de la vitesse, ça va être ça. Comment trouver ces constantes-là? Il faut revenir aux conditions initiales pour ça. On sait que les conditions initiales de la vitesse, c'est 0, 0, 0. C'est ce que j'ai mis là. Donc si je remplace dans les trois équations qu'on a trouvées juste avant, t par 0, il n'y avait pas de t ici, donc ça reste C1. Donc là j'ai remplacé t par 0 ici, et par 0 ici, et là aussi. À chaque fois qu'il y a un t, on met un 0. Donc ça veut dire que la vitesse initiale selon y, c'est C2. La vitesse initiale selon z, c'est moins g fois 0, ça fait 0, plus C3. Donc ça fait C3. Donc on a C1, C2 et C3. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vx0 c'était 0, donc C1 c'est égal à 0. Vy0 c'était 0, donc C2 égale à 0. Et Vz0 égale à 0, donc C3 égale à 0. Donc pour identifier 2 à 2 les termes, ce qu'il faut faire, c'est premièrement connaître la vitesse initiale grâce aux conditions initiales, donc ce que vous connaissez du système, on vous le donne au début normalement, et deuxièmement en calculant avec ce que vous avez trouvé sur le vecteur vitesse, en remplaçant t par 0. Et après vous identifiez. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc C1 égale 0, C2 égale 0 et C3 égale 0. Donc après il n'y a plus qu'à remplacer. Et là vous avez vos équations horaires selon vos équations horaires de la vitesse. Donc 0, 0, moins g fois t. Parce qu'on a remplacé par 0 et par 0. Ensuite, maintenant ce qu'on veut c'est trouver le vecteur position. Donc maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur vitesse, on va essayer de trouver le vecteur position. Comment on fait? On sait que, par définition, la vitesse, le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc on fait comme tout à l'heure. On va décomposer selon les coordonnées le vecteur vitesse et le vecteur position. Ensuite, ça nous donne ça. Et finalement, on peut dire que Vx est égal à dx sur dt, Vy est égal à dy sur dt, et Vz est égal à dz sur dt. Donc ça, vous pouvez le mettre directement au pire. Donc ça veut dire que finalement, dx sur dt, c'est égal à, comme c'est égal à Vx, c'est égal à 0. Non, j'ai des bêtises. C'est égal à 0 parce que c'est pas à cause de ça. C'est égal à 0 parce qu'on avait trouvé que Vx était égal à 0 tout à l'heure. La diapo précédente. dy sur dt, c'est égal à 0 aussi, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et dz sur dt, c'est égal à moins g fois t, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc finalement, si je veux trouver x en ayant sa dérivée, il faut faire la primitive. Donc je vais faire la primitive pour trouver x. La primitive de 0, c'est une constante. La primitive de 0, c'est une constante. Je l'ai distingue bien pour ne pas dire que c'est la même constante. C4 et C5. Et la primitive de g fois t, on avait vu que t, sa primitive, c'était t au carré divisé par 2. Donc, si on multiplie ça par moins g, ça fait moins g fois t au carré divisé par 2. Moins 1/2 de gt carré, c'est pareil. Plus une constante. Parce que de toute façon, cette constante, quand on va la dériver, ça va devenir 0. Donc, si vous dérivez ça, vous retrouvez ça. Donc, comme tout à l'heure, une fois qu'on a ça, on a bien les équations horaires du vecteur position, mais avec des constantes. Ces constantes, il faut les déterminer. Comment on les détermine? En revenant aux conditions initiales. Conditions initiales de quoi? Du vecteur position cette fois-ci. OG à t égale 0. On les connaît, ça 0, 0 et h. Donc je les réécris là. Donc finalement, OG0, je l'ai ici, et je l'ai d'une autre manière aussi, en remplaçant t par 0 dans les trois équations. X de x0 est égal à C4, mais c'est aussi égal à 0. Donc C4 égale à 0.
Y de 0 c'est égal à C5, c'est aussi égal à 0. Et Z0 est égal à moins 1 demi de G fois 0 au carré, donc ça fait 0, plus C6, donc ça fait C6. Et C6, ça va être égal à H. Donc là, on va identifier, c'est ce que je viens de faire en fait, C4 égale 0, C5 égale 0, et C6 égale à H. Et finalement, on n'a plus qu'à remplacer dans ce qu'on a trouvé tout à l'heure. On remplace C4 par 0, donc ça fait 0, C5 par 0, ça fait 0, et C6 par H, donc on a un H ici. Ensuite, donc là on a les équations horaires du vecteur position. Non, donc là on a les 9 équations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui s'appellent les équations horaires du mouvement. Pourquoi équation horaire? Parce que ça vous donne à n'importe quelle heure horaire, à n'importe quel temps, ça vous donne l'accélération, la vitesse et le vecteur position du système à n'importe quel instant. Donc si on veut savoir à quel instant est-ce que la balle atteindra le sol c'est où? C'est à z égale 0. Donc ça veut dire qu'il faudra prendre z et dire que ce z là égale à 0. Donc si on appelle l'instant tf final l'instant où la balle atteint le sol, ça veut dire que z de tf, ce sera égal à moins 1 demi de gtf carré plus h, et tout ça sera égal à 0. Pourquoi? Parce que à l'instant final, z sera égal à 0. Donc finalement, c'est ce que j'ai écrit là. Et donc, comme tout ça est égal à 0, je fais passer le 1 demi de gt carré de l'autre côté. Il me reste h est égal à 1 demi de gt carré. Pourquoi j'ai mis 2 fois h, je ne sais pas. Je vais l'enlever, ça aussi, avant de vous l'envoyer. Ensuite, on a ce qu'on veut, c'est t. Donc on va isoler t au carré. Le 2 il remonte ici, ça fait 2h, et le g il descend, ça fait 2h sur g. Donc t carré, c'est 2h sur g. Et finalement, t, si j'enlève le carré, je mets une racine carrée. C'est racine carrée de 2h sur g. Et on trouve 1,43 secondes. Donc ça veut dire que la balle atteindra le sol au bout de 1,43 secondes. Attention, encore une fois, rappelez-vous du début de l'exercice, si on peut négliger les forces de frottement de l'air et la poussée d'Archimède. Si c'est pas négligeable, finalement ça va mettre un peu plus de temps. Enfin, ça va pas mettre 10 secondes non plus, hein, mais ça peut mettre un peu plus de temps. Peut-être pour une plume. Pour une plume, ça peut mettre beaucoup plus de temps que ce que vous calculerez en négligeant les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Donc voilà pour cet exercice-là. Là, j'ai mis à peu près le résumé pour que vous puissiez suivre les différentes étapes. Donc vous pouvez rédiger à peu près comme ça pour aller un peu plus vite. Donc ça prend 2 pages. Ensuite, maintenant le cas de la chute libre parabolique. Donc là, on n'a pas encore vu en cours. Je vais le faire rapidement avec vous. Et on le fera ensemble ensuite jeudi. Donc maintenant, imaginez qu'un ballon de basket soit lancé avec une vitesse initiale v et un angle avec l'horizontale de 45 degrés. On vous donne la distance entre le joueur et le panier, 4,60 m. On vous donne la hauteur du panier, 3,05 m. Et on vous donne la hauteur à laquelle le ballon est lancé initialement. Il est lancé à 2 mètres. C'est-à-dire une fois que le joueur a lâché le ballon est à 2 mètres. Et on vous dit à quelle vitesse doit-il lancer le ballon, sachant que vous avez l'angle, vous avez tout. Donc à quelle vitesse doit-il lancer le ballon pour marquer. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc premièrement, référentiel, c'est un référentiel terrestre, comme tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Repère d'espace, comme tout à l'heure, on prend un repère d'espace à 3 dimensions. On aurait pu prendre juste 2 dimensions. Pourquoi? Parce que le ballon, il est juste sur 2 dimensions, Z et Y. On aurait pu prendre Z et X aussi, ou même X et Y, peu importe. En tout cas, vous prenez 2 dimensions. La troisième, ça va être 0 à chaque fois. Mais on va le faire quand même avec 3 dimensions. Le bilan des forces, comme tout à l'heure, que le poids. On va négliger les forces de frottement de l'air et la poussée d'Archimède. Et les conditions initiales, c'est à l'instant du lancer. Donc, une fois que la balle n'est plus au contact de la main.
Donc les conditions initiales, c'est où est-ce qu'il y a le ballon, donc sa position, son vecteur position et son vecteur vitesse. Son vecteur position dans ces conditions-là, dans ce repère-là, c'est 0, 0, 0, parce que le point G0, le centre d'inertie, est confondu avec le centre l'origine du système, pardon, du repère. Et la vitesse, cette fois-ci, c'est pas 0, 0, 0, parce qu'il la lance avec une certaine vitesse. Il lance le ballon avec une certaine vitesse. Et donc cette vitesse, on sait qu'il la lance avec une vitesse V0. Sauf que V0, c'est ça. Donc comment est-ce qu'on fait? La vitesse V0, elle est comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour connaître la composante selon Y et la composante selon Z? Il n'y a pas de composante selon X, donc on peut déjà mettre 0 ici. C'est très simple. Si vous vous souvenez de la trigonométrie, donc j'ai 45 degrés, donc ici j'ai V0Y, ici j'ai V0Z, ou ici c'est pareil, ici ça peut être V0Y aussi. Donc ça veut dire que finalement, V0Z c'est V0Z pardon, c'est V0 fois sinus de alpha. Parce que le sinus c'est côté opposé sur côté sur l'hypoténuse. Et si je veux V0Y, ça va être cosinus cette fois-ci. Pourquoi? Parce que le cosinus c'est V0Y sur V0. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc si, je vais reprendre pour le premier. Si sinus alpha c'est ça divisé par ça, ça veut dire sinus alpha c'est V0Z divisé par V0, vous remontez le V0 de l'autre côté, ça vous donne V0 fois sinus alpha égale à V0Z. Faites-le de votre côté si vous voulez, mais en tout cas ça va toujours être la même chose. Ça va pratiquement être toujours ça. Sauf, il y a des petites variantes selon le repère que vous choisissez. Si vous choisissez un axe vers le bas, vers le haut, la vitesse vers la gauche ou vers la droite, il y a des petites variantes. Mais en tout cas, faites toujours comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. On va faire une sorte de résumé. Je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Donc selon le principe fondamental de la dynamique, on sait que la somme des forces extérieures est égale à M fois A. Donc, là, je mets ça, mais en fait, vous pouvez dire que c'est M fois A. Pourquoi? Parce que la masse est constante. Donc, la somme des forces, on sait qu'il n'y a que le poids. Seul le poids. Donc, c'est une chute libre. On a négligé le reste. Donc, finalement, je peux mettre que P est égal à ça. C'est ce que j'ai mis ça, ici. P, c'est mg, et ça, c'est M fois A. Donc, M fois A égale à M fois G, comme tout à l'heure. Et finalement, les deux M se simplifient. Il reste A égale à G. Normal, c'est une chute libre. Comme tout à l'heure, A, ses coordonnées, c'est AX, AY, AZ. G, ses coordonnées, c'est GX, GY, GZ, mais on les connaît, c'est 0, 0 et moins G. Pourquoi? Parce que Z est vers le haut et G est vers le bas. Donc c'est moins G, selon Z. Donc finalement, par identification, on a AX égale 0, AY égale 0 et AZ égale moins G. Maintenant qu'on a ça, on a les équations horaires de l'accélération, on va passer aux équations horaires de la vitesse. Comment on passe de l'accélération à la vitesse? Parce qu'on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc finalement, pour trouver chaque coordonnée de l'accélération, je dois dériver chaque coordonnée de la vitesse. Donc ça veut dire que dvx sur dt, ça va être égal à 0, parce que ax égale à 0. dvy sur dt, ça va être égal à 0, parce que ay est égal à 0. Et dvz sur dt est égal à moins g, parce que az est égal à moins g. Donc finalement, pour trouver vx, la dérivée c'est 0, donc vx c'est la primitive. Donc je dois faire la primitive de 0, c'est une constante. La primitive de 0 c'est encore une constante. La primitive de moins g c'est moins g fois t plus une constante. Pour trouver les constantes, on doit revenir aux conditions initiales. Or les conditions initiales c'était, on les a ici, pour la vitesse v0, v0x égale à 0, y c'est v0 cosinus alpha, z c'est v0 sinus alpha. Je les ai réécrites ici. Donc finalement, on va le faire des deux manières, de cette manière-là et de la manière
qui est là, ça veut dire en remplaçant t par 0. Condition initiale, ça veut dire ce que vous avez au départ, ce qu'on vous donne au départ, et ça veut dire que si vous avez les équations horaires, et que vous remplacez t par 0, vous aurez aussi la vitesse initiale. Donc on va remplacer t par 0 à chaque fois. Ici ça nous donne C1, ici ça nous donne C2, ici ça nous donne moins G fois 0 plus C3. Donc ça nous donne C3. Donc C1, C2 et C3. Mais on sait que c'est aussi égal à 0, là, ça c'est égal à V0 cos alpha, et l'autre égale à V0 sinus alpha. Donc finalement on a C1 égale 0, C2 égale à V0 cos alpha, et C3 égale à V0 sinus alpha. Donc on n'a plus qu'à remplacer là-dedans C1 par 0, C2 par V0 sinus alpha, cosinus alpha, c'est ce qu'on a ici, et C3 par V0 sinus alpha, c'est ce qu'on a ici. Donc ça, ce sont les équations horaires de la vitesse. Ensuite, on va passer aux équations horaires du vecteur position. On sait que le vecteur position, on l'obtient grâce à la vitesse, parce que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc comme tout à l'heure, par identification, on sait que Vx, en fait on dérive, on y va pas, si on dérive le vecteur position pour avoir la vitesse, ça veut dire que si je dérive la coordonnée selon x de la vitesse, non, n'importe quoi, ça veut dire que la coordonnée selon x de la vitesse, ça va être la dérivée de x par rapport à t. C'est ce que j'ai ici. Vy c'est dy par rapport à t, et Vz c'est dz par rapport à t. Et comme on a vu tout à l'heure que c'était égal, Vx égale à 0, Vy égale à V0 cos alpha, et Vz égale à moins gt plus V0 sinus alpha, donc finalement on a ça. Donc finalement pour trouver x, vu que dx sur dt égale à 0, donc x ça va être la primitive. Donc si on fait la primitive de 0, par intégration ça veut dire en faisant la primitive. La primitive de 0 c'est une constante, la primitive de V0 cos alpha, V0 c'est une constante, et alpha c'est une constante, donc V0 cos alpha c'est une constante. Comment est-ce qu'on fait la primitive d'une constante? C'est cette constante-là fois t plus une constante. Comme tout à l'heure avec moins g, la primitive c'était moins g fois t plus une constante. Donc là c'est pareil. Et la primitive de t, tout à l'heure je vous avais dit que c'était t au carré divisé par 2. Donc la primitive de moins g fois t, c'est moins g fois t au carré sur 2. Donc écrit différemment, moins 1 demi de gt carré, c'est pareil. Plus v, ça c'est une constante, donc v0 sinus alpha c'est une constante. Donc sa primitive c'est v0 sinus alpha plus t, fois t, pardon, n'importe quoi, plus une constante. Il y a toujours une constante à la fin. Parce que si on fait la dérivée de ça, ça donne moins g fois t. Si on fait la dérivée de ça, ça donne plus v0 sinus alpha. Et si on fait la dérivée de c6, ça donne 0. Comment on trouve c4, c5 et c6? Par les conditions initiales du vecteur position. On sait que c'était 0, 0, 0. Donc si ensuite on remplace t par 0 dans ces trois équations, on va trouver que x0 égale à c4, y0 est égal à, ça c'est 0, il reste plus que c5, et z0 est égal à ça fois 0 carré plus ça fois 0 plus c6, il reste plus que c6. Donc là on a c4, c5 et c6. Donc ça veut dire que c4 est égal à 0, c5 est égal à 0, et c6 est égal à 0. Ça c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on a placé le centre d'inertie, l'origine du repère, au centre d'inertie du système. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas 0, 0, 0. Donc finalement, j'ai plus qu'à remplacer. Là, il ne nous reste plus que 0. Là, le C5, c'est 0, donc il ne reste plus que ça. Je le réécris là. Et là, il ne reste plus que ça, donc C6, c'est égal à 0. Donc là, on a bien les équations horaires du vecteur position. Maintenant, si on veut, nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'il va marquer. Pour savoir s'il va marquer, on a besoin de connaître la trajectoire du ballon. Où est-ce qu'il va finir? Donc pour connaître la trajectoire, j'ai besoin d'une équation de trajectoire. Une trajectoire, c'est quoi? C'est pas z en fonction de t, ou x en fonction de t, ou y en fonction de t. C'est pas par rapport au temps. Mais c'est dans l'espace en fait. Donc ça va être z en fonction de y. C'est ça qu'on veut connaître. C'est quand le ballon est à telle hauteur, il sera à quelle distance du joueur. C'est comme ça qu'on pourra savoir s'il marque ou pas. Donc là, en fait, vu qu'on a y de t et z de t, mais que nous, on veut z en fonction de y, donc z de y, donc on va prendre ces deux équations-là. Dans celle-ci, on va isoler t, et ensuite, ce qu'on va trouver, on va l'injecter, on va le remplacer là-dedans. On va remplacer t par ce qu'on aura trouvé là-dedans.
ici et ici. Comme ça, on va remplacer par quelque chose en fonction de y. Donc on n'aura plus que z en fonction de y. Donc ici, y c'est v0 fois cos alpha fois t. C'est ce qu'on a ici. Donc si j'isole le t, ça va me faire t est égal à y divisé par tout ça. v0 cos alpha. Pourquoi j'ai mis t de y? Parce que c'est en fonction de y cette fois-ci. Alors que tout à l'heure c'était y qui était en fonction de t. Mais peu importe. Si vous mettez t, ça marche aussi. Donc en injectant ce résultat dans l'équation de zt, qu'est-ce qu'on obtient? Zt c'est moins 1 demi de g fois t au carré. Or comme t c'est y sur v0 cos alpha, ça va être moins 1 demi de g fois t au carré. Donc y sur v0 cos alpha au carré. Plus v0 sinus alpha fois t. Et le t c'est ça. Finalement qu'est-ce qu'on obtient? Moins le y, je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le mettre de côté. Donc moins 1 fois g au-dessus. Donc au-dessus on a g. Et y carré là. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un 2, on a un V0 au carré, et on a un cosinus carré alpha. Là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a V0 divisé par V0, ça se simplifie, et on a sinus divisé par cosinus. Sinus sur cosinus, je vous rappelle, c'est tangente. Donc, on peut dire que c'est plus tangente Y, tangente alpha de Y. Et là, on a l'équation de la trajectoire. Comment est-ce qu'on l'utilise? Pour savoir s'il a marqué ou pas. Non, le but c'est pas de savoir s'il a marqué, c'est de savoir à quelle vitesse est-ce qu'il doit lancer son ballon pour pouvoir marquer. Donc comment est-ce qu'on fait? On va isoler la vitesse. Donc je vous laisse réfléchir comment est-ce que j'ai fait. On avait z est égal à ça plus tangente alpha, donc le plus tangente alpha je l'ai mis de ce côté là. Ensuite j'ai enlevé le moins ici, donc j'ai fait fois moins 1 de ce côté là, fois moins 1 de ce côté là, donc finalement lui devient moins, lui devient plus, donc j'ai interverti les deux. Et ensuite le V0 vu qu'il est en dessous, je l'ai monté. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes, bon, chez vous. Je l'ai monté ici, et à la place tout ça je l'ai descendu. Donc ça fait V0 carré est égal à G fois Y carré sur 2 cos alpha carré fois ce qu'il y avait là. Fois tangente alpha fois Y moins Z. Et si je veux V0 tout seul, j'enlève le carré, donc je fais la racine de tout ça. Attention, ici j'ai mis la racine jusqu'à là. Si je l'avais mis jusqu'à là, j'aurais mis Y carré. Donc comme je l'ai sorti de la racine, je mets, vu que racine carré de Y carré c'est Y, donc je l'ai sorti en mettant Y. Et finalement on trouve quoi? Oh, il y a un problème ici. Fois 4,60, c'était en dehors de la racine. Je me suis trompé. Donc on trouve 7,65 mètres par seconde. Je me souviens plus si je l'ai fait avec le 4,60 dans la racine ou en dehors de la racine. Donc au pire, refaites-le et dites-moi si vous trouvez la même chose ou pas. Moi je vais le refaire au pire. Mais ça me paraît pas bizarre. Mais je vais quand même le refaire. Et dans le PDF, je changerai s'il y a un problème. Donc V0 est égal à 7,65 mètres par seconde. Donc si on veut marquer, il faut impulser. Il faut donner une impulsion au ballon pour qu'il ait cette vitesse-là au moment initial. J'espère que ça a été clair ce qu'on a fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ici? Si l'origine du repère au x, z, voilà, cette fois-ci j'ai mis x, j'ai pas mis y. Ouais, s'il était placé là, c'est faux ce que j'ai écrit, j'ai mis n'importe quoi. S'il était placé là, le ballon aurait une certaine hauteur au départ. Donc s'il avait une hauteur au départ, ça veut dire que finalement, refaites l'exercice. Et vous allez trouver cette équation, mais avec un plus h. Donc je vais le mettre ça avant de vous l'envoyer. Avec un plus h. Donc voilà, et la suite du cours, donc parce que vous avez le PDF en cours, la suite du cours, je vous ferai une autre petite vidéo pour vous l'expliquer. Au revoir tout le monde.